À 3h17 du matin, le silence des appartements pontificaux se brise net sous un cri. Un seul mot, expulsé avec une violence sourde qui résonne dans le couloir de pierre. Immédiatement, le frottement précipité d'une chaise contre le sol trahit l'alerte. Des pas rapides approchent. Le capitaine Marco Duca, responsable de la sécurité, franchit le premier le seuil de la chambre, suivi quelques secondes plus tard par le père Daniel Russo. Lorsque la lumière est allumée, le pape Léon XIV est assis droit sur son lit, le souffle court, les draps froissés serrés d'une main blanche, tandis que son autre bras demeure tendu vers le vide, figé dans le geste de quelqu'un qui tente désespérément d'empêcher une porte de se refermer. Duca inspecte méthodiquement la pièce, le balcon, les fenêtres, la pièce attenante. Rien. Aucun intrus, aucune vitre brisée, aucune alarme déclenchée. Le père Daniel s'approche lentement et s'assoit au bord du lit. Léon avale sa salive, le regard encore perdu. Il ne décrit pas une agression extérieure, mais une nef immense, démesurée, remplie de milliers de fidèles en prière, chantant sous la lumière des cierges. Un tableau d'une piété totale, à un détail terrifiant près. Les portes monumentales étaient verrouillées. Non pas depuis l'extérieur pour enfermer une foule, mais de l'intérieur. Et contre le bois lourd, des coups résonnaient. 3 petits coups secs, répétés, que personne parmi les fidèles, les prêtres ou les familles en prière ne semblait entendre. Léon s'était levé dans son rêve pour ouvrir ses battants. Derrière la première issue se tenait Evelyn Carter, 88 ans, manteau gris et cheveux blancs, serrant un carton où était écrit qu'elle avait appelé sa paroisse 6 fois sans que personne ne vienne, devenue invisible dès l'instant où la mort de son mari et la perte de sa vue l'avaient empêchée de conduire. Derrière la seconde porte, Michael Reed, 60 ans, épuisé, exclu de fait et classé comme inactif sur les registres paroissiaux parce qu'il devait s'occuper de sa mère atteinte de démence à 2h du matin. Derrière la troisième, Grace Miller, 23 ans, revenue après des années d'éloignement non pas grâce à un grand sermon, mais au souvenir têtu d'une grand-mère aimante. Et enfin, sur l'autel, un livre gigantesque où des milliers de noms d'oubliés apparaissaient à mesure que les cierges s'éteignaient, jusqu'à cette ultime porte étroite que Léon ne parvenait pas à ouvrir, simplement parce qu'il tenait lui-même la clé dans sa main sans s'en rendre compte, pendant qu'une voix de femme lui murmurait à travers le bois qu'il avait déjà lu sa lettre. Dans la chambre romaine, à 3h22, le capitaine Duca tente de classer l'événement comme un simple cauchemar. Mais Léon quitte son lit, s'approche de son bureau encombré de dossiers et pose la main sur une pile de correspondances. À 6h10, le père Daniel et 3 collaborateurs examinent déjà les archives sous des mots-clés d'abandon et de vieillesse. Le paradoxe de l'institution éclate alors. La machine bureaucratique traite des flux, mais laisse disparaître les personnes. À 7h24, une lettre manuscrite numérisée 8 semaines plus tôt refait surface. Elle provient de Marianne Cole, 91 ans, habitant près de Pittsburgh, incapable de se déplacer depuis la mort de son mari 7 ans auparavant et demandant humblement si le fait de ne plus pouvoir venir à l'église signifie que l'église oublie son existence. Le document avait bien circulé, résumé dans une synthèse, transmis de bureau en bureau avec une parfaite conformité administrative, sans qu'aucun contact réel ne soit jamais établi. À 15h30, heure de Pennsylvanie, Léon décroche lui-même le téléphone pour composer le numéro de Marianne Cole, court-circuitant tous les échelons hiérarchiques. Il découvre alors une femme lucide, sans amertume, qui continue chaque dimanche matin à enfiler sa plus belle blouse pour manger son toast en silence dans un salon vide. Mais cette prise de contact direct ne fait que soulever une contradiction bien plus profonde. Lorsque Léon convoque ensuite à l'écran le père Owen Kelly, curé de la paroisse locale débordée par 3 maisons de retraite et les urgences du quotidien, le prêtre refuse net l'illusion des solutions administratives et met le souverain pontife face à une réalité brute. L'institution s'est reposée sur une coordinatrice bénévole, désormais victime d'un accident vasculaire cérébral, et aucun formulaire supplémentaire ne pourra remplacer une présence humaine. Le système a fonctionné selon ses règles. Les portes sont désormais identifiées. Mais une question vertigineuse s'impose. Comment une structure universelle peut-elle franchir le seuil sans transformer la charité en une nouvelle procédure vide ?
La confrontation avec la réalité du terrain se déplace alors vers un centre de rééducation où Diane Foster, 74 ans, réapprend lentement à bouger le côté gauche de son corps. Pendant près de 9 années, cette femme a porté sur ses seules épaules le réseau de visites aux personnes confinées chez elle, après avoir elle-même vécu le rétrécissement progressif du monde de sa propre mère. Lorsque le pape Léon s'entretient avec elle, l'écart entre les prétentions chiffrées de l'administration et la vérité vécue devient flagrant. Le logiciel paroissial affiche 112 noms et continue d'enregistrer Diane comme coordinatrice active. La réalité compte plus de 140 personnes et un service entièrement paralysé depuis son accident vasculaire cérébral 7 mois plus tôt. Dans la voix de Diane, aucune plainte théâtrale, mais une lucidité tranchante. Le monde d'une personne âgée ne s'effondre pas d'un coup. Il se réduit par étapes successives, de l'arrêt de la conduite de nuit aux autoroutes, puis au trajet vers l'église, au supermarché, et enfin au perron de sa propre maison. Le drame n'est pas né d'une volonté d'exclusion, mais d'un classeur manuscrit conservé dans le tiroir d'une cuisine, invisible pour l'ordinateur central. Diane explique que la machine pouvait enregistrer une adresse, mais pas le fait qu'une veuve n'ouvre pas sa porte si l'on frappe trop fort, qu'un homme diminué demande un contact mensuel par simple pudeur pour ne pas avouer son besoin d'une visite hebdomadaire, ou qu'une voisine immédiate est déjà submergée par ses propres enfants. En centralisant tout par dévouement sans successeur désigné, la mémoire humaine s'était transformée en point de rupture involontaire. Dès lors que tout le monde est collectivement responsable, personne ne l'est en pratique. Diane formule alors la règle fondamentale qui doit guider toute réforme. Sur chaque liste, à côté de chaque nom d'une personne isolée, il ne faut pas inscrire un comité ou un service, mais le nom d'un individu concret qui sait personnellement qu'il doit appeler. La nuit suivante, à 1h40 du matin, le sommeil de Léon est de nouveau troublé par le retour de la nef immense. Mais cette fois, les portes sont grandes ouvertes. Pourtant, Evelyn, Michael et Grace restent dehors, immobiles dans l'air froid, tandis que les fidèles à l'intérieur continuent de prier sans franchir le seuil. C'est Grace qui brise l'illusion. Ouvrir une porte ne sert à rien pour celui qui n'a plus la force d'y marcher. Sur l'autel, le grand livre s'ouvre à nouveau, révélant le nom de Marianne Cole, et juste à côté, le propre nom de Léon, accompagné d'un martèlement sourd qui résonne désormais depuis l'intérieur même des pages. Lorsque le père Daniel le rejoint 5 minutes plus tard, constatant la lumière allumée, le pape résume le glissement de perspective. Ouvrir l'institution ne suffit pas, il faut que quelqu'un passe de l'autre côté. Les semaines suivantes voient la mise en place d'une évaluation interne discrète sur un échantillon de diocèse. L'enquête ne découvre aucun complot ni mauvaise volonté, mais une mécanique d'abandon ordinaire où la famille suppose que la paroisse sait, où la paroisse croit que le bénévole s'en charge, et où le bénévole pense qu'un autre a pris le relais. Les structures les plus vivantes ne sont pas les plus riches, ni celles dotées des logiciels les plus coûteux, mais de petites communautés s'appuyant sur des fiches cartonnées ou un simple classeur révisé chaque premier mardi du mois par une coordinatrice rémunérée qui s'assure que chaque visite a un visage assigné. Face aux projets initiaux, le père Daniel souligne la simplicité presque déroutante du dispositif. Une responsabilité associée à un calendrier, avec un respect absolu du consentement et des refus de chacun. Mais au moment où l'expérimentation commence à prendre forme pour être testée sur le terrain, une tension demeure sur la capacité réelle des paroisses à abandonner la sécurité rassurante des formulaires pour s'exposer à la fragilité imprévisible des relations humaines. La mise en œuvre de la phase pilote commence sans proclamation solennelle ni décret imposé depuis Rome, mais elle heurte immédiatement les réflexes sécurisants de l'appareil administratif. Au sein des paroisses et des diocèses tests, la tentation de transformer une prise de conscience humaine en une nouvelle couche de bureaucratie est omniprésente. Plusieurs responsables locaux réagissent en cherchant à concevoir des formulaires complexes, des grilles de suivi numérique et des procédures de validation rigides, croyant ainsi combler le vide par de la paperasse. Mais le père Owen Kelly avait prévenu Léon avec une fermeté sans détour. Chaque fois qu'un problème paroissial devient embarrassant, l'institution invente des documents administratifs, contraignant les bénévoles à passer la moitié de leur temps à prouver que la visite a bien eu lieu plutôt qu'à être présent. Léon refuse catégoriquement ce piège technique.
Sur son bureau, une page issue de l'évaluation interne résume toute la dérive du système. La mention administrative indiquait que le traitement de la lettre initiale avait été approprié selon les procédures en vigueur. Léon barre d'un trait noir le mot « approprié », rappelant au père Daniel que suivre un règlement à la lettre n'a jamais signifié savoir ce qu'il advient réellement d'un être humain. Le principe arrêté pour le projet pilote demeure d'une rigueur absolue et désarmante. Pour chaque fidèle isolé identifié, un seul nom de responsable doit être désigné, avec un mode de contact convenu et une date limite précise pour renouveler la démarche. Aucun portail Internet obligatoire, aucune application contraignante imposée à des personnes de 90 ans. Dès les premières semaines, les aspérités du réel viennent bousculer les schémas préétablis. Le système cesse d'être lisse pour devenir profondément humain. Une bénévole commet une erreur d'attribution et contacte une veuve 2 fois de suite, s'attirant la remarque cinglante d'une femme qui rappelle qu'après 1 an d'attente, elle n'entend pas être harcelée. Un paroissien demande à être totalement rayé des registres de visite, tenant à sa paroisse, mais exigeant par-dessus tout qu'on respecte sa solitude. Une octogénaire accepte des appels, mais refuse catégoriquement qu'on pénètre chez elle durant des travaux, tandis qu'une autre exige des visites en personne, mais refuse le téléphone à cause d'une surdité avancée qui l'épuise. À chaque ajustement, Diane Foster observe depuis son centre de rééducation que le dispositif commence enfin à ressembler à des êtres vivants plutôt qu'à une feuille de calcul impersonnelle. De son côté, le père Owen fait une première visite discrète chez Marianne Cole en Pennsylvanie, découvrant une femme qui ne lui demande aucune excuse pour les 14 mois d'absence, mais le réprimande simplement sur ses chaussures mouillées posées trop près du tapis avant de lui faire manger une part de gâteau. Lorsque Léon fait le point avec Owen, le prêtre insiste sur une réalité souvent tue par le clergé. Beaucoup de paroissiens âgés ne cherchent pas l'autorité sacrée d'un prêtre, mais le visage familier d'une voisine de chorale ou d'un enseignant à la retraite. Et la honte de la déchéance physique pousse souvent les plus faibles à s'effacer pour ne pas être vus diminuer. Pour Léon, la décision est prise de maintenir une structure dépouillée où l'exigence ne repose pas sur une technologie coûteuse réservée aux diocèses prospères, mais sur la fidélité d'un engagement individuel. Pourtant, alors que le projet commence à fonctionner et que la date d'une nouvelle visite chez Marianne Cole approche, la véritable épreuve du dispositif se profile. Celle de prouver, sur le seuil d'une maison ordinaire, qu'une communauté peut se souvenir sans avoir besoin qu'un ordre ne descende du sommet. La véritable rupture dans la mécanique du système ne prend pas la forme d'un décret solennel proclamé sous les ors de la basilique Saint-Pierre, mais se joue sur le perron d'une maison modeste de Pennsylvanie, un dimanche matin ordinaire. Marianne Cole est assise dans son salon silencieux, la télévision éteinte, son chapelet posé sur la table d'appoint, quand 2 coups résonnent contre sa porte. Lorsqu'elle se lève lentement pour ouvrir, elle découvre 2 silhouettes. Le diacre Paul Mercer, 73 ans, portant le boîtier de communion et prenant soin d'essuyer minutieusement ses semelles pour respecter le tapis, et Lily Grant, une adolescente de 16 ans tenant à la main un bulletin paroissial et une assiette en carton recouverte d'aluminium contenant une part de gâteau au chocolat. Dès le premier échange, le vernis institutionnel cède la place à une confrontation désarmante de sincérité. Face à cette jeune fille qui hésite et ce diacre vieillissant aux genoux douloureux, Marianne demande sans détour si le père Owen les a envoyés. La réponse de Lily, loin des éléments de langage pastoraux, est d'une franchise absolue. Son nom était simplement inscrit sur la liste des personnes confinées. Loin de s'en offenser, Marianne y trouve une vérité bien plus solide qu'un attachement personnel fin. Les gens tombent malades, les prêtres sont débordés, la mémoire flanche, mais une liste bien tenue permet à une personne honnête de se rappeler à quelle porte frapper. Autour de la communion, des inquiétudes de l'adolescente pour l'université et des souvenirs d'un sous-sol inondé par un mari disparu, l'acte de présence physique pulvérise des mois d'indifférence administrative. Pour la première fois en 14 mois, Marianne n'a pas eu besoin de téléphoner pour prouver son existence. L'institution s'est déplacée vers elle. Le moment clé se scelle au moment du départ, lorsque Lily fixe le prochain passage dans exactement 4 semaines et note son propre numéro de téléphone personnel dans un coin du bulletin, ajoutant par écrit à Marianne de l'appeler directement si jamais elle venait à oublier. Dans ce geste minime d'une adolescente qui engage sa propre responsabilité plutôt que celle d'un secrétariat anonyme, la règle du jeu bascule irréversiblement. La charité cesse d'être un concept lointain ou une case cochée sur un tableur pour redevenir un lien direct, incarné et mesurable.
Lorsque la porte se referme et que Marianne pose le bulletin annoté à côté de la photographie de son époux, aucun rapport officiel n'enregistre l'événement. Aucune caméra ne le filme, et personne à Rome n'en est immédiatement informé. Mais c'est précisément dans cette absence de mise en scène que réside l'efficacité du changement. Le système n'a plus besoin que le sommet de la hiérarchie porte chaque fardeau à bout de bras. La vigilance a été redistribuée là où elle vit réellement. La façade rassurante mais stérile des bilans chiffrés est tombée, révélant que la réponse à la disparition silencieuse des êtres ne réside pas dans la multiplication des structures, mais dans le courage très simple de confier à un visage le soin de ne pas oublier un autre visage. Dans les mois qui suivent, la transformation ne s'accompagne d'aucune déclaration fracassante, mais s'ancre profondément dans la réalité des faits. Au Vatican, le pape Léon conserve sur son bureau une seule feuille extraite de l'examen interne, où le mot désignant la conformité de l'ancienne procédure demeure rayé d'un trait noir indélébile. Lorsque le père Daniel l'interroge pour savoir s'il croit encore à l'origine surnaturelle de son premier cauchemar, le pape répond avec une sérénité désarmée. La question n'a plus d'importance. Que l'avertissement soit né d'un décret divin, d'une angoisse accumulée ou d'une nuit troublée, Marianne Cole attendait réellement dans sa solitude, et il n'est nul besoin d'élucider le mystère d'un songe pour se décider à ouvrir une porte. Près de 5 mois après cette nuit fondatrice, une autre lettre parvient à Rome depuis le Michigan. Une femme de 31 ans, Rachel Miller, raconte comment elle a franchi le seuil d'une église pour la première fois en 14 ans après le décès de sa grand-mère. Assise au fond par crainte qu'on lui adresse la parole, une paroissienne âgée lui avait simplement tendu un bulletin en plaisantant sur la place réservée à son défunt mari. Rachel y confie n'être pas revenue par adhésion soudaine à un dogme, mais parce qu'elle se souvenait de la manière têtue dont sa grand-mère aimait les gens lorsque personne ne la regardait. Face à cette lettre faisant écho à la vision de Grace dans la nef obscure, Léon refuse d'y chercher une preuve magique, n'y voyant qu'un rappel exigeant de ne jamais décréter trop vite qu'une prière est restée vaine. Le grand livre sombre du rêve ne réapparaît plus jamais. Les songes nocturnes reviennent parfois, mais les portes y demeurent ouvertes et les personnes franchissent peu à peu le seuil. Un soir, alors que Daniel le trouve encore plongé dans la lecture attentive de lettres ordinaires, le pape formule enfin le sens véritable de toute cette traversée. Le piège initial était de se demander pourquoi tant d'âmes se retrouvaient dehors, alors que la seule question qui compte est de savoir qui a remarqué leur absence. La disparition des êtres les plus vulnérables n'est presque jamais le fruit d'une cruauté délibérée ou d'un rejet brutal. Elle s'opère par une suite d'éclipses minuscules. On cesse de conduire de nuit, puis sur les autoroutes. Un conjoint s'éteint, un aidant s'épuise, un bénévole tombe malade, un numéro change, et tout le monde finit par supposer que quelque autre s'en occupe. Le danger de la vaste église du rêve ne résidait pas dans la haine de ceux qui chantaient à l'intérieur, mais dans le fait qu'ils avaient simplement cessé d'entendre les coups portés contre le bois. En Pennsylvanie, ce même dimanche, 4 semaines exactement après son premier passage, Lily Grant gravit les marches du perron et frappe à la porte de Marianne Cole. Lorsqu'elle ouvre, la vieille dame de 91 ans lui fait remarquer avec un œil amusé qu'elle a 2 minutes de retard et qu'à son âge, chaque minute compte. Lily sourit, soulève une assiette garnie d'une part plus généreuse de gâteau et Marianne lui accorde son pardon avant d'ouvrir sa maison en grand. À Rome, personne n'est au courant de cette seconde visite, et c'est précisément ce qui consacre la justesse de l'œuvre. Le pontife n'a plus à porter seul la mémoire de chaque fidèle, car la charge a été rendue à des mains vivantes. Et sur le bureau papal, sous les notes griffonnées lors de la première nuit, demeure un simple rappel manuscrit, dépouillé de tout apparat et de toute prétention dogmatique, résumant à lui seul la seule mission qui vaille la peine d'être vécue. 3 mots posés sur le papier, pour ne plus jamais détourner le regard.